Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de Aurore Gagnon suite à tous vos commentaires sous la vidéo de Sylvia Likens. Cette affaire va parler de maltraitance infantile, donc pour toutes les personnes qui sont vraiment sensibles à ce sujet, je vous conseille de passer de suite à une autre vidéo afin que cela ne vous touche pas trop. Et sans plus tarder, c'est donc parti pour l'affaire de Aurore Gagnon. Cette affaire qui est atroce vous fera sûrement penser à l'affaire de Sylvia Likens que je vous ai racontée il y a peu de temps et qui a d'ailleurs bouleversé beaucoup de personnes d'entre nous. Suite à cette terrible affaire, beaucoup m'ont suggéré de parler de la jeune Aurore Gagnon, une jeune fille qui a connu un destin assez similaire à celui de Sylvia. Cette affaire s'est déroulée pourtant bien plus tôt, en 1920 à Fort-Thierville, qui est située à environ 90 km de la ville de Québec. Fort-Thierville est le genre de petit village où tout le monde se connaît. Tout le monde sait absolument tout sur tout le monde et vous vous en doutez bien, cela ne signifie pas pour autant que tout le monde se côtoie ou même s'apprécie. Les citoyens de ce village sont tous des catholiques romains francophones dont fait d'ailleurs partie la famille Gagnon. Marie-Aurore Lucienne Gagnon, que l'on connaît sous le prénom de Aurore, est la deuxième enfant du fermier Télesphore Gagnon ainsi que de sa première femme Marie-Anne Evelyne Caron. La jeune Aurore est née le 31 mai 1909 à Sainte-Philomène de Fort-Thierville. Elle a une grande sœur, Marie-Jeanne, qui n'a seulement qu'un an de plus, et la famille ne va cesser de s'agrandir. En effet, deux autres enfants suivent après la naissance de la petite Aurore, Georges-Étienne en 1911 et Joseph Télesphore en 1915. Le patriarche de la famille, Télesphore, gagne sa vie en tant que bûcheron, agriculteur et forgeron, tandis que leur mère est une femme au foyer qui se doit de tenir la maison, le ménage, le mariage, les courses et l'éducation des enfants. Durant un temps, la famille vit une vie presque idyllique. Tout semble aller pour le mieux de leur côté, ils ont même échappé à plusieurs maladies qui traînaient à l'époque, notamment des maladies infantiles qui tuaient de nombreux bébés, surtout qu'à cette période, la médecine n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Pour la famille Gagnon, c'est une réelle chance que de n'avoir eu aucun bébé décédé par cette terrible maladie, mais malheureusement, ce bonheur ne perdure pas bien longtemps. Hélas, peu de temps après la naissance de leur dernier enfant Joseph, Marie-Anne Caron développe une terrible toux foudroyante. Inquiète, celle-ci se rend tout naturellement avec son mari voir un médecin qui annonce alors à Télesphore que sa femme souffre de la tuberculose et qu'elle n'allait pas survivre à cette horrible maladie. La tuberculose est due à une bactérie qui touche le plus souvent les poumons et c'est une maladie que l'on peut certes prévenir et soigner de nos jours, mais qui a tué des milliers de personnes à l'époque. La tuberculose se transmet d'une personne à l'autre par voie aérienne et nécessitant donc des soins importants, la mère de famille a dû laisser ses enfants derrière elle pour se faire soigner à l'hôpital de Beauport à Québec. Puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, en plus de cela, un membre de la famille de Télesphore, son cousin nommé Napoléon Gagnon, est décédé dans le même temps le 20 janvier 1915. Celui-ci laisse derrière lui sa femme, Marie-Anne Hood, ainsi que deux enfants, Gérard et Georges. L'homme, Télesphore, se retrouve alors incapable de s'occuper de ses jeunes enfants, ainsi que de sa femme qui est malade, et en plus de ça, s'occuper de son travail qui lui prend la majorité de son temps. Il prend donc la décision d'envoyer ses garçons vivre chez leurs grands-parents, puis ses filles vivre dans un couvent, mais elles finissent par rejoindre leurs frères chez leurs grands-parents maternels. Télesphore continue quant à lui à travailler dur dans le but d'envoyer de l'argent pour subvenir aux besoins de ses enfants, et c'est alors de cette manière que Marie-Anne Hood, la femme du cousin défunt de Télesphore, entre les deux pieds joints dans la vie des Gagnons, finissant par s'installer chez Télesphore pour tenir le domicile et aider le pauvre homme. Cependant, les malheurs ne cessent de s'abattre sur cette famille qui subit tragédie sur tragédie.
Cela commence avec le jeune Joseph qui s'étouffe dans son sommeil alors que celui-ci est à peine âgé de 2 ans. La mort de ce petit dernier a été jugée par le coroner comme accidentelle. La mort de son enfant se suit par la mort de sa femme, Marie-Anne, qui décède de la tuberculose à l'asile de Beauport le 23 janvier 1918 à l'âge de 32 ans seulement. La petite Aurore perd alors en très peu de temps un frère, sa mère, et n'est pas encore prête pour le lot de souffrances qui l'attend. C'est une tragédie qui s'abat sur toute la famille Gagnon. Ce qui est surprenant, c'est que dans ces malheurs qui accablent le pauvre homme, eh bien celui-ci, avec Marianne Hood, eh bien ils ne perdent clairement pas de temps. Ensemble, ils prennent la décision de se marier le 1er février suivant la mort de Marianne, soit à peine 8 jours plus tard. Les habitants de Fortierville, donc ce petit village où, comme je vous ai dit, tout le monde se connaît et tout le monde parle, pensent évidemment que le mariage hâtif de ce jeune veuf est de très mauvais goût, mais finalement, qui sommes-nous pour émettre un quelconque avis sur la vie d'autrui ? Le syndicat amène cependant les voisins à accorder une plus grande attention au ménage de Télesphore, puisque tout de même, il ne s'embête pas à se marier aussi vite après la mort de sa femme. Mais l'attention n'est malheureusement pas une mesure suffisante pour sauver la vie de la petite Aurore, qui petit à petit, outre la douleur psychologique qu'elle ressent après toutes ces morts qui l'entourent, va en plus de ça bientôt connaître les pires atrocités que l'on peut faire vivre à une si jeune enfant. Et pour la petite présentation, née à Sainte-Sophie de l'Évrard, le 12 avril 1890, Marianne Hood avait épousé en premières noces Napoléon Gagnon, donc le cousin de Télesphore. 6 enfants sont nés de ce mariage, mais plusieurs malheureusement sont décédés en bas âge. C'est ensuite qu'elle s'est alors mariée avec Télesphore, accompagnée de ses 2 enfants qui étaient eux toujours en vie. Les enfants de Télesphore reviennent enfin chez leur père en septembre 1918, et là, ils apprennent que celui-ci s'est remarié, et qu'en plus de ça, eh bien leur belle-mère est enceinte. Les familles Gagnon et Hood s'installent alors ensemble et essaient tant de bien que de mal de créer un nouvel état de normalité. La famille recomposée assiste à la messe de l'église de Sainte-Philomène et remplit ses obligations en tant que paroissien. Les enfants n'ont pas eu école parce que celle-ci était fermée à cause d'une maladie assez virulente de l'époque, donc en prévention, eh bien ils ont fermé toutes les écoles pour éviter à plein d'enfants de tomber donc malades. La femme, Marianne Hood, qui est enceinte et qui doit gérer 5 enfants, dont 3 qui ne sont pas les siens, perd peu à peu patience de les avoir H24 avec elle. Peu à peu, Aurore commence à avoir des bleus, des marques de violence, mais rien de suffisant pour l'instant pour alerter les voisins. La gravité et la fréquence de ces blessures pourtant augmentent peu à peu, et bien qu'au départ, personne ne sait que la nouvelle belle-mère d'Aurore l'abat de manière impitoyable, cette vérité finit par se révéler bientôt. En fin de compte, Marianne décide de garder sa belle-fille à l'intérieur du domicile. En effet, si celle-ci ne sort plus, eh bien plus personne ne s'inquiéterait alors des blessures que la petite a sur le corps. Marianne ne craint pas la punition pénale, bien au contraire, mais celle-ci craint tout de même les commérages dans ce tout petit village où tout se sait et tout se dit. Marianne convainc son mari qu'Aurore mérite tous les coups qu'elle lui donne, et l'homme qui est aveuglé par l'amour ou la bêtise est persuadé que sa nouvelle femme, Marianne, agit simplement par amour et dans le meilleur intérêt de sa petite fille, Aurore. La discipline quotidienne des enfants est la responsabilité de sa femme, et ses sympathies reposent alors sur elle. Marianne se plaint que la jeune Aurore fasse ses besoins dans ses vêtements alors qu'elle se tue à la tâche, et selon eux, ça justifie de l'abattre. Elle accuse également sa très jeune belle-fille innocente d'un comportement séduisant envers ses fils, dont l'un qui a à peu près le même âge qu'elle. Elle les convainc alors qu'Aurore est sale, impure et que celle-ci est une pécheresse. Et puisque toute cette famille est très croyante, être une pécheresse est l'une des pires insultes que celle-ci pouvait éventuellement recevoir. Pour dissimuler sa responsabilité dans les nombreuses blessures d'Aurore, elle demande même parfois à ses enfants de mentir. Tel a d'ailleurs été le cas en juillet 1919, lorsque les parents d'Aurore l'amènent chez Auréus Mello, l'épicier de Fortierville qui est également juge de paix. Marianne et Télesphore sont relativement francs, ils expliquent qu'effectivement il arrive parfois que Aurore se prenne une ou deux petites claques, une fessée par-ci par-là, mais ils imputent ces quelques coups au caractère vicieux de l'enfant de 10 ans.
mais ils ne sont pas là pour discuter de leur mode de discipline, et évidemment, le reste des coups et toutes les blessures que la jeune fille a sur elle, c'est dû aux jeunes du quartier. Vous savez, ces petits jeunes, ils se battent entre eux et ils sont méchants avec la pauvre Aurore. Ce n'est pas de la faute de ses parents. Aurore, en effet, est couverte de plaies qui sont ulcérées et infectées sur ses pieds. Le couple insiste donc sur le fait que les garçons du quartier ont causé les lacérations en lui blessant les pieds avec des pierres. Auréus dit alors à la jeune fille de venir tout en l'éloignant doucement de ses parents. Aurore pouvait à peine marcher, mais a suivi l'homme jusqu'à une petite pièce juste à portée d'oreille. Auréus dit à la jeune fille « Dis-le-moi », sous-entendant que si quelque chose de grave se passe chez elle, il faut le lui dire maintenant. Alors qu'Aurore boitait, Marianne a donné à la jeune fille un avertissement assez sévère. « Faites bien attention à ce que vous dites. » Évidemment, c'est une menace comme une autre, mais suffisamment forte pour que Aurore n'ait rien envie de dire. Suspicieux et inquiet, Auréus demande à Aurore d'être honnête et de lui dire ce qui s'était passé. Avant même de terminer sa phrase, Aurore insiste véhément auprès de l'homme sur le fait qu'un groupe de garçons lui a jeté des pierres aux pieds et aux jambes et lui donnait des coups avec un bâton. Auréus essaie à nouveau de lui faire savoir si elle est sûre de lui dire la vérité, mais Aurore continue de répéter le récit ci-dessus. Ne sachant pas quoi faire, Auréus ramène l'enfant chez ses parents qui l'attendaient. Pourtant, Auréus n'arrive pas à se défaire du sentiment que Marianne et Télesphore ont causé les blessures à la fillette. Comme d'autres témoins, il essaye de s'immiscer dans ces querelles familiales pour aider Aurore. Auréus conseille alors au couple de demander une aide médicale pour Aurore et de consulter le curé, le père Ferdinand Massé. Le père Ferdinand Massé offre quant à lui des conseils à Marianne. Il pense beaucoup au gagnon et ne se rend probablement pas compte de la gravité de la situation d'Aurore. Ces punitions, selon le père, sont certes excessives, mais nécessaires pour corriger le comportement d'Aurore. Le père rappelle cependant à Marianne son obligation en tant que mère et que catholique. Le catéchisme enseigne qu'une fille tranquille est une bonne fille. Les parents doivent survenir aux besoins de leur enfant, comme Télesphore le fait, et corriger leur échec, comme Marianne le fait. Toutefois, les parents doivent également faire preuve d'autodiscipline. En ce qui concerne les devoirs des parents, le catéchisme dit ceci. En sachant reconnaître leurs propres échecs à leur enfant, les parents seront mieux en mesure de les guider et de les corriger. Et ainsi, Marianne a également reçu une bonne conversation, et le père Massé a rempli son obligation envers Aurore, c'est du moins ce qu'il croit. Étonnamment, les gagnants suivent les conseils d'Auréus et prennent ainsi des dispositions pour qu'Aurore rende visite au médecin local, le docteur Andronique Lafont. Celui-ci traite alors le pied d'Aurore pendant des mois, mais malheureusement, ses parents ne se soucient guère de la blessure d'Aurore comme le médecin l'a prescrit, et l'affection ne cesse de faire rage. En août 1919, la nièce de Télesphore, Marguerite Leboeuf, qui est âgée de 15 ans, se rend pour une semaine à la maison des Gagnons. Ses parents ont entendu des rumeurs selon lesquelles Marianne avait maltraité Aurore et ont demandé à leur fille d'aller à Fort-Thierville pour évaluer la situation d'un petit peu plus près et de leur rapporter ce qui se passe réellement. Marguerite remarque alors qu'Aurore, contrairement aux autres enfants, dort sur une palette sur le sol. Elle a un oreiller sale et n'a même pas de couverture, alors que Marie-Jeanne, sa sœur, dort dans la même pièce sur un matelas double. Lors de sa visite, Marianne demande à Aurore de faire la vaisselle, et la jeune fille suit l'instruction de sa belle-mère, mais avec le rythme et l'efficacité d'une enfant typique de 10 ans. « Regarde, Marguerite », se plaint alors Marianne. « Elle lave bien la vaisselle quand je la bats. » Marianne tend alors la main à un morceau de bois près du poêle. « Je vous le dis, je vais lui faire laver la vaisselle. » Marianne balance le bâton de toutes ses forces, frappant la petite Aurore à l'arrière de ses jambes et de ses fesses. La petite fille souffre et hurle de douleur, ce qui est tout à fait normal, mais elle ne trouve aucune pitié de la part de sa belle-mère qui l'avertit de nouveau. « Plus tu hurles et plus je t'en donnerai. » Et malgré cette vision d'horreur, eh bien rien n'a été fait pour la petite Aurore. Ce sera seulement durant le procès que la jeune Marguerite témoignera contre cette odieuse femme. Les voisins d'à côté, Arcadius Lemay et sa femme, Exilda Lemay, rendent fréquemment visite à la maison des Gagnons. Toujours lors de l'été 1919, c'est d'ailleurs à partir de cet été où on pense que les violences envers Aurore se sont vraiment intensifiées, Marianne s'est plainte à Exilda Lemay, sa voisine, qu'Aurore est une enfant problématique et qu'elle est impossible à élever.
peu importe à quel point il la punissait. Marianne montre même à Exilda une poignée de haches en bois qu'elle utilise pour battre la petite fille. Exilda dit alors à Marianne qu'il est vraiment cruel que d'utiliser un manche de hache à un tel but. Et Marianne lui souffle alors que de toute manière, l'enfant ne pleure même pas. Malheureusement, Exilda ne sait pas que Aurore a renoncé à pleurer il y a bien longtemps puisque qu'importe ses pleurs, eh bien ça ne change absolument rien. C'était futile et ses pleurs n'inspiraient que la colère de sa belle-mère. Et pourtant, le gentil voisin, qui est aussi assez curieux, essaye de transmettre la sagesse maternelle à la belle-mère. Il lui explique que ça ne peut pas se passer de cette façon et que déjà un homme frappe suffisamment fort une enfant pour être obligé, en plus de ça, de prendre une arme en bois pour frapper celle-ci. Que s'ils n'arrivent pas à inculquer une discipline à cet enfant, eh bien ils n'ont qu'à la placer dans un couvent, mais qu'en aucun cas ils se doivent utiliser des armes aussi puissantes pour la frapper. Mais encore une fois, eh bien rien n'est fait. Les voisins s'en vont, ils ne s'occupent pas plus que ça que de l'état de Aurore. De toute façon, en soi, ce ne sont pas eux qui ont la garde. Les gens savent ce qu'il se passe à l'intérieur de la maison des Gagnons. Ils savent très bien que la petite Aurore est maltraitée. Et pourtant, ils la laissent là-bas. Ils la laissent dans les mains de Marianne Wood. Tout au long de l'automne, Exilda le May regarde les enfants des Gagnons alors qu'ils sont en train de faire des courses, de jouer à chat, bref. Des enfants, quoi. Mais elle ne voit plus du tout la petite Aurore. L'absence d'Aurore inquiète de toute évidence sa voisine, Exilda, et son mari, quant à lui, préfère que sa femme n'interfère pas avec la façon des Gagnons de discipliner leurs enfants, mais encourage tout de même celle-ci à lui rendre visite afin de satisfaire surtout sa conscience. Si elle ne voit plus la petite Aurore, c'est simplement parce que le 16 septembre 1919, le médecin s'est arrangé pour envoyer la jeune fille dans un hôpital de Québec parce que la famille ne s'occupait pas du pied de Aurore dont l'infection avait fait rage, comme je vous l'avais dit précédemment. Aurore est alors restée à l'hôpital jusqu'au 17 octobre, soit durant 1 mois. Depuis sa chambre d'hôpital, la fillette envoie des lettres pour tenter de se faire aimer de ses parents, comme le font parfois les enfants maltraités. Aurore aurait pu dire à une religieuse ou encore à un médecin que la blessure avait été causée par Marianne, qui a continué de la frapper, de sorte que la blessure n'ait jamais guéri. Mais elle ne l'a pas fait. Pour la fillette, si elle peut se faire aimer par la femme de son père, peut-être que les coups finiront par s'arrêter d'eux-mêmes. Et de cette manière, elle pourrait être avec sa sœur, Marie-Jeanne, qu'elle aime d'ailleurs énormément. C'est alors qu'au bout d'1 mois, eh bien, la jeune fille est de retour de l'hôpital, elle est de nouveau chez elle, dans son grenier, où elle est de nouveau traitée comme une moins que rien. Marianne, de son côté, se rend à la maison dès le mai, et Exilda lui pose rapidement des questions quant à la santé de la petite Aurore. Marianne lui dit qu'elle souhaite que la petite fille meure sans que personne ne se souvienne qu'elle ait vécu. Personnellement, je trouve ça très alarmant, et pourtant, encore une fois, on laisse la petite Aurore chez elle. Depuis son retour de l'hôpital, la petite fille ne va pratiquement jamais à l'école. Et encore une fois, personne ne s'en est inquiété. Personne ne semble s'inquiéter de ses absences, et aucun de ses frères et sœurs n'a l'idée de prévenir des professeurs de ce qu'elle subit à la maison. Rien n'est fait, c'est le silence partout dans ce village. La professeure d'Aurore, Madame Onge, décrit tout de même, malgré ses nombreuses absences, la jeune Aurore comme étant une enfant calme, intelligente et obéissante. Un sentiment qui n'est pourtant pas partagé par Marianne Wood, sa belle-mère. En novembre 1919, Marianne est de nouveau enceinte et devient encore plus méchante et violente avec Aurore. Des enfants ont d'ailleurs témoigné que lorsque Marianne était enceinte, elle était toujours plus méchante et violente avec eux, mais surtout avec Aurore qui était le bouc émissaire de cette famille. La petite dort dans le grenier à même le sol, et chaque soir, elle se fait battre par soit son père, soit sa belle-mère. Marianne brûlait aussi Aurore avec de l'eau brûlante un peu partout sur le corps, et elle lui a aussi arraché beaucoup de cheveux en la tirant tout simplement par ses cheveux, et a décidé finalement de lui couper les cheveux courts afin de ne pas trop attirer l'attention, puisque effectivement avoir des touffes de cheveux en moins peut semer l'inquiétude auprès des personnes qui pourraient malheureusement croiser cette pauvre petite. La petite fille se retrouvait aussi totalement amaigrie puisqu'elle n'avait pas le droit de se nourrir. Parfois, elle n'avait même pas le droit de boire pendant plusieurs jours. Bref, cette jeune fille vivait un calvaire. Octavia Hamel, la tante maternelle d'Aurore, vient alors lui rendre visite en janvier 1920. Le corps de la petite fille est couvert de la tête aux orteils d'ecchymose et ses cheveux sont coupés près de son cuir chevelu
qui est totalement enflé. Télesphore donne à son ancienne belle-sœur une poignée d'excuses, tandis que Marianne dit à Octavia qu'Aurore est une voleuse, une fille têtue, une salope qui est impure. Octavia recommande au couple qu'ils amènent sa nièce chez un médecin, que cela urge, mais Marianne, sans surprise, refuse, tout en lui disant ceci. « Nous devrions dépenser $50 de plus pour cet enfant, laissez-la mourir, je ne verserai jamais une seule larme. » Cependant, quelque chose a dû leur faire tilt dans la tête, puisque le 18 janvier, elle voit tout de même un médecin, qui remarque très bien que la petite fille est battue et qu'il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Le 9 février 1920, un voisin de la famille Gagnon, qui s'appelle Adjutor Gagnon, se rend chez Aureus, le juge de paix, en expliquant qu'il avait vu Aurore le 18 janvier et que celle-ci était vraiment dans un sale état, que son état était pitoyable et que la petite fille est maltraitée, qu'il faut agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Suite à ça, Aureus se rend à Québec pour voir ce qu'il peut faire dans le cadre d'une enfant maltraitée, et en revenant un petit peu bredouille de sa quête envers une justice pour la petite fille, il a été de nouveau voir le prêtre, lui expliquant qu'il devrait vraiment aller voir Marianne Hood pour qu'ils parlent ensemble et lui faire arrêter, si possible, ce massacre. Mais malgré ces plusieurs visites, une nouvelle fois rien n'a changé. Le même jour, Exilda, quant à elle, n'avait toujours pas vu Aurore et décide de savoir par elle-même si la petite fille allait bien. En effet, ça fait plusieurs jours qu'elle ne l'a pas vue, donc elle s'inquiète énormément pour cette petite. Elle sait très bien que celle-ci est mal au point, donc elle préfère aller vérifier par soi-même. Elle amène alors sa jeune petite fille avec elle pour ne pas paraître suspecte. Exilda arrive à leur domicile et trouve Marianne dans la cuisine avec Marie-Jeanne, Georges, Gérard, Henri-Georges et le nouveau bébé, Marie-Pauline. Télesphore est en train de travailler, alors les deux dames lui ont rendu visite. De retour à la maison, elle parle un petit peu d'Aurore et Marianne explique que celle-ci ne se sent pas bien et qu'elle se repose à l'étage. La petite fille d'Exilda réussit à franchir les marches de manière inaperçue et elle est descendue et a demandé à sa grand-mère « N'aimeriez-vous pas voir la petite à l'étage ?» Marianne révèle alors nerveusement qu'Aurore, la petite fille à l'étage, a des plaies et qu'il ne vaut mieux pas la voir. La belle-mère affirme qu'il s'agit d'un problème de peau et elle explique à Exilda qu'elle préfère que sa petite fille reste loin d'Aurore car celle-ci pourrait éventuellement être contagieuse. Mais Exilda passe outre les dires de Marianne et monte à l'étage pour voir Aurore de ses propres yeux. La pièce, a découvert Exilda, est couverte de saleté. Il y a de la paille éparpillée sur tout le sol et des planches de bois cassées un petit peu partout, et elle trouve la petite Aurore recroquevillée dans un coin, dormant sur une toute petite couverture en laine et vêtue d'une robe de nuit sale et mince. L'agitation a dû surpasser Aurore qui se lève avec ses coudes en disant qu'elle a très mal aux genoux. Exilda essaie alors de la réconforter comme elle le peut, mais il n'y a pas grand-chose à faire dans ce genre de situation. Les mains d'Aurore sont enflées et ses doigts cassés se dirigent dans toutes les directions. Des taches noires couvrent ses jambes qui sont enflées. Et comme je vous l'ai dit, les beaux cheveux longs et foncés d'Aurore ont été tondus jusqu'à son cuir chevelu, révélant alors des bosses, du sang séché et des ecchymoses sur toute la petite tête d'Aurore. Les yeux de l'enfant sont presque enflés et fermés par des blessures à différents stades de guérison et d'affection. Et certaines blessures sont évidemment fraîches. Exilda s'exclame alors à Marianne qu'Aurore va mourir si elle ne voit pas immédiatement un médecin. Mais Marianne ne pense pas encore une fois que cela est nécessaire. Elle promet tout de même d'obtenir des soins pour les blessures d'Aurore si Télesphore le lui demande, lui disant que l'enfant n'est pas le sien mais celui de son mari, et que si celui-ci veut qu'elle soit traitée, qu'il lui apporte des médicaments et elle lui donnera. Bien évidemment, les médicaments ne sont jamais arrivés et aucune forme d'aide n'est venue pour Aurore. Le jeudi 12 février 1920, en début de soirée, Exilda Lemay retourne alors voir comment va la petite Aurore. Mais malheureusement, sur place, la petite est inconsciente. La même robe sale habille toujours le petit corps frêle d'Aurore, mais ne lui cache pas pour autant ses nombreuses blessures. Aurore a quelques respirations qui sont peu profondes, mais personne n'arrive à la réveiller. Exilda se rend compte que sa prédiction allait bientôt se réaliser. La fille n'a pas reçu d'aide médicale et elle est en train de mourir. Elle demande de suite à Marianne d'appeler le prêtre, mais Marianne, méchante comme elle est, le refuse comme à son habitude.
L'odieuse femme est incapable de camoufler suffisamment sa haine de l'enfant le temps d'un instant pour lui accorder ses derniers droits. Puisque, en effet, Exilda sait très bien qu'il est trop tard. La jeune fille va mourir et ce n'est pas un médecin qu'elle a besoin, mais d'un prêtre pour que les portes du paradis lui soient ouvertes. Cependant, et de manière inattendue, l'horrible belle-mère a déjà téléphoné à un médecin. Exilda se charge alors de son côté d'appeler le prêtre. Père Massé ainsi que le docteur Lafont arrivent tous deux à peu près à la même heure. Le médecin examine rapidement la petite Aurore qui est déclarée être dans le coma et s'exclame qu'il n'y a plus aucun moyen de la sauver. Selon Marianne, Télesphore est dans la forêt en train de couper des arbres et elle ne peut pas, ou surtout, elle ne veut pas, lui livrer cette terrible nouvelle. Le père Massé fournit alors les derniers droits à la petite fillette et sa voisine, Exilda, ne voulant pas regarder Aurore quitter ce monde, s'éloigne pour aller chercher son mari. Quand Exilda revient aux côtés de Monsieur Lemay, Aurore est décédée, mais au moins, elle ne subit plus sa douleur. Le couple pose alors soigneusement le corps d'Aurore sur le lit et sont restés toute la nuit pour veiller sur Aurore et pour prier. La jeune fille est alors morte de la maltraitance causée par sa belle-mère, et malheureusement vous verrez que la justice, même à l'époque, a souvent eu des loupés. Dans la matinée, un médecin de Québec, le docteur Albert Marois, a enlevé le corps d'Aurore de la maison à Sainte-Église de Philomène, où lui, le docteur Lafont ainsi que le coroner docteur William Jolicoeur ont effectué une autopsie au sous-sol. Les médecins ont compté un total de 54 blessures, et incluant plusieurs ecchymoses et lacérations infectées. Et ces blessures, selon les médecins, étaient probablement causées par un fouet ou encore un autre instrument contondant, dont tous les objets en bois que cette femme a utilisés pour frapper Aurore. D'une manière ou d'une autre, toute la peau du petit doigt d'Aurore s'est totalement détachée. Son front portait une grande blessure si infectée qu'elle a provoqué une accumulation de pus qui séparait son cuir chevelu de ses muscles et de ses os du crâne. Les médecins ont noté des brûlures chimiques autour de la bouche d'Aurore, et son demi-frère a d'ailleurs témoigné plus tard que Marianne a nourri de force Aurore avec un morceau de pain contenant de la lessive barbouillée sur le dessus. Donc c'est sûrement ça qui a brûlé la pauvre Aurore. Après une enquête, les médecins ont conclu qu'Aurore était morte d'épuisement et de septicémie. Les funérailles de la fillette ont eu lieu le 14 février 1920 au cimetière de Fortierville. Immédiatement après le service, Télesphore et Marianne Hood ont été arrêtés et emmenés à la prison de Québec en attendant leur procès. Lorsque les officiers sont arrivés pour les amener, la sœur d'Aurore, Marie-Jeanne et son beau-frère, Gérard, leur ont remis divers instruments de torture qui ont servi à battre Aurore. Le 16 février 1920, Marianne Hood et Télesphore Gagnon ont comparu devant le juge Philippe-Auguste Choquette dans des sessions de la Cour de la paix accusés du meurtre d'Aurore. Ils ont été défendus par les avocats Joseph-Napoléon Franqueur et Marc-Aurèle Lemieux, et tous deux plaident non coupables, insistant sur le fait que la cause du décès était l'épuisement et la septicémie, et non les coups que celle-ci a subis. À la lumière de leur plaidoyer, le juge a décidé de les garder en prison en attendant l'enquête. Il a également décidé de charger les Gagnons séparément et de tenir leur procès préliminaire devant un tribunal clos. Le juge Choquette a entendu l'affaire de Télesphore Gagnon les 24 et 25 février et celle de Marianne Hood les 4 et 11 mars. Le 18 mars 1920, après de nombreuses preuves et témoignages, le juge a statué que les deux parties accusées allaient être jugées en avril. Comme le procès préliminaire, il s'agit évidemment d'un tribunal clos. Le procès de Marianne Hood a eu lieu entre le 13 et le 21 avril 1920. Le juge Louis-Philippe Pelletier a présidé ce procès. Son avocat n'espérait pas une décision de non-culpabilité pour sa cliente, qu'il savait très bien en mauvaise posture. Exilda Lemay, Marguerite Leboeuf et surtout Marie-Jeanne Gagnon ont témoigné de façon accablante contre l'accusé. Au lieu de cela, la défense espérait obtenir un verdict de culpabilité en raison de la folie, et elle voulait faire valoir que les crises de rage de Marianne ont été provoquées par la grossesse. À cette fin, Marianne a été examinée par un médecin ainsi qu'un psychiatre, et les médecins ont découvert que Marianne était particulièrement vicieuse, violente et méchante lorsque celle-ci était enceinte. Sûrement à cause des hormones, mais bon, ça n'excuse en rien le fait qu'elle ait battu à mort cet enfant.
Pendant les quelques semaines et les quelques mois où elle n'était pas enceinte, elle aurait traité Aurore de la même manière que n'importe lequel des enfants, juste en étant un petit peu plus violente avec elle que les autres, mais un tout petit peu plus, pas autant qu'est-ce qu'elle lui a fait vivre à chaque fois qu'elle était enceinte. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'à ce moment-là, Marianne Wood est encore enceinte. Et c'est ce qui aurait donc causé, selon eux, toutes les violences envers Aurore ces derniers mois. L'état de Marianne Wood était donc délicat, mais cela n'a pas du tout interrompu la procédure. Le 15 avril, Marie-Jeanne a donné des pages entières de témoignages à partir de son point de vue qui est déchirant. À travers des larmes et des sanglots, Marie-Jeanne a rappelé au juge comment Marianne a battu Aurore dès qu'elle la regardait. Marianne utilisait n'importe quelle arme à portée de main, un bout de bois, un dos de canon ou même un fouet. Quand Aurore urinait ou encore déféquait là où elle ne le devrait pas, la brûlure était la punition préférée de Marianne. La continence était un problème fréquent pour Aurore parce que Marianne l'a bannie dans la petite chambre du grenier et, comme pénitence pour être sale, lui a interdit d'utiliser le pot de chambre. Donc Aurore s'est inévitablement soulagée là où elle le pouvait, et lorsqu'elle le faisait, Marianne attachait l'enfant à une table, la bâillonnait avec une sangle en cuir et la brûlait sur tout le corps avec une tisanière chaude. Si battre Aurore ne parvenait pas à calmer Marianne Wood, elle se tournait alors vers Télesphore. Elle mentait ou exagérait encore le mauvais comportement d'Aurore et lui demandait de s'occuper de sa fille. Elle pouvait lui dire régulièrement de donner une fessée, de brûler ou encore de battre l'enfant d'une main lourde. Télesphore, de son côté, a affirmé qu'il n'avait suivi que la discipline de sa femme, totalement ignorant du mal qu'ils ont causé à Aurore. Le mercredi 21 avril 1920, le juge a déclaré Marianne Wood coupable de meurtre et l'a condamnée à mort. Selon la loi canadienne, elle serait pendue le 1er octobre suivant. Le juge Joseph Alfred Daisy a présidé quant à lui l'audience de Télesphore Gagnon du 23 au 29 avril. Télesphore a dû trembler de peur puisque sa femme enceinte venait de recevoir la peine finale pour le même crime qu'ils avaient commis ensemble. Il était tout à fait clair pour le juge et le jury que Télesphore Gagnon était coupable lui aussi de la mort d'Aurore, mais dans quelle mesure ? Il n'était pas à la maison la plupart du temps et selon divers témoignages, il n'avait pas battu Aurore dans les semaines qui ont précédé sa mort, bien qu'il l'ait fait par le passé. De plus, il rajoute que Télesphore, avant même de connaître Marianne Wood, n'avait jamais battu sa fille. C'était d'ailleurs un père aimant, ses enfants l'adoraient, mais ce serait la présence de Marianne Wood qui l'aurait lui aussi fait vriller à son tour et l'aurait fait battre alors son enfant. Mais quoi qu'il en soit, peu importe les raisons qui l'ont poussé à commettre ces actes, il l'a fait. Et c'est ça qu'il faut retenir. Puisque en effet, ce n'est pas comme une petite erreur où on fait tous des erreurs et il faut savoir avancer et pardonner ses erreurs. Là, il a battu son enfant en connaissance de cause puisqu'il pouvait voir les effets physiques évidents des punitions de sa femme qu'avait sur la jeune fille. Le déclin d'Aurore a été perceptible pour tous ceux qui l'ont vu et son père l'a sûrement remarqué. Donc pour le coup, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de « Ah, je ne savais pas, je n'avais pas conscience ». Non, il voyait très bien l'état de sa fille. D'autant que le petit frère de Aurore, Georges, a raconté durant le procès d'avoir été témoin des violences de son père envers sa sœur. Celui-ci aurait frappé lors de l'été 1919 Aurore avec un fouet pour les bœufs, un manche d'une hache et entendait sa sœur hurler de douleur. Cependant, en fin de compte, le jury a conclu que Télesphore n'avait abusé de sa fille que parce que sa femme l'avait manipulée, ce qui est en partie vrai tout de même, soyons réalistes. Et donc, le jeudi 29 avril, le juge a déclaré Télesphore coupable d'homicide involontaire coupable. Et j'avoue que ça me laisse tout de même un petit peu perplexe. Certes, il a sûrement battu sa fille parce qu'il était manipulé par sa nouvelle femme, cependant, est-ce que cela excuse le fait qu'il ait tué sa fille ? Je ne pense pas. Le juge Daisy a pris le temps d'envisager la punition de cet homme. Télesphore ne serait pas pendu pour ce crime. Au lieu de cela, le 4 mai 1920, le juge a condamné Télesphore à la prison à vie, à la prison de Vincent de Paul à Laval. Il a été libéré cependant en 1929 en raison d'une tumeur de la gorge qui, selon les médecins, le tuerait, ce qui n'était pas le cas puisque Télesphore s'est remarié en 1938 et est mort à l'âge de 78 ans. Donc on était bien loin d'une tumeur qui allait le faire mourir et au final il n'a fait que
quelques pauvres petites années de prison à la place de la prison à vie pour avoir tué sa fille. Quant à Marianne Hood, le 8 juillet 1920, celle-ci a accouché non pas d'un bébé mais de 2 bébés depuis la prison de Québec. Les jumeaux étaient une fille nommée Jeanne d'Arc Gagnon et un fils, Hoche-Jean Gagnon. Les médias ont alors commencé à dépeindre Marianne Hood comme une mère mal calomniée, capable d'aimer et de nourrir ses jumeaux, et les citoyens ont formé des comités, composés principalement de réformistes anglophones, qui ont fait pression pour annuler sa peine de mort. La majorité des Canadiens français, y compris le juge Pelletier, se sont opposés avec véhémence à cette idée, et dans une lettre datée du 7 août 1920, l'Association canadienne pour le bien-être des prisonniers a exprimé sa préoccupation pour les jumeaux qui grandiraient en sachant que leur mère a péri sur l'échafaudage. Ils ont également affirmé que puisque l'homme contre la violence féminine était un crime, eh bien le tribunal ne pouvait pas légalement pendre une femme lorsque les bourreaux étaient des hommes. Bref, Marianne a donc été autorisée de garder ses jumeaux en prison jusqu'à ce que ceux-ci soient sevrés. Bien qu'elle ait essayé de nier les derniers droits d'Aurore, Marianne a veillé à ce que les bébés soient baptisés et que le personnel de prison serve même de parrain. Donc pour ces enfants, évidemment, là on fait tout ce qui est possible, on les baptise et compagnie, mais pour les derniers droits d'Aurore, alors là il n'y avait plus personne. Finalement, être chrétien chez elle, c'était que quand ça lui chantait. D'une manière ou d'une autre, les efforts de l'Association canadienne pour le bien-être des prisonniers ont malheureusement fonctionné. Quelques jours seulement avant sa date prévue de mise à mort, un juge a commué sa peine en prison à perpétuité dans la prison pour femmes de Kingston. Et encore une fois, eh bien non, elle n'a pas fait sa peine en entier. Au contraire, elle y est restée jusqu'au 3 juillet 1935, date à laquelle un juge a accordé une libération de compassion. La méchante belle-mère a eu un cancer. Elle est donc allée vivre avec sa sœur à Montréal, mais contrairement à son mari Télesphore, Marianne est morte après une bataille douloureuse contre sa maladie. Et encore une fois, certes, on ne souhaite le mal à personne, mais si celle-ci a vraiment souffert de sa maladie, je pense que ce n'est que le karma de ses mauvaises actions envers Aurore et que sa douleur n'était clairement pas à la hauteur que celle que sa belle-fille a dû subir pendant de longs mois. Elle a été enterrée à Montréal le 12 mai 1936 à l'âge de 46 ans. À savoir que l'année qui a suivi la mort de la petite Aurore Gagnon, une pièce de théâtre écrite par Léon Petitjean et Henri Rollin, intitulée Aurore l'enfant martyr, a été créée à Montréal. La production a servi de pièce de moralité destinée à avertir les veuves des périls d'un remariage précipité, et une deuxième pièce en 1952 et plusieurs œuvres écrites fictives ont suivi. D'ailleurs, il y a un film qui est disponible en français qui est sur YouTube, donc c'est gratuit, vous pouvez aller le voir, il dure un peu plus d'1 heure et ça retrace toute l'affaire de la petite Aurore. Chaque récit de la vie d'Aurore soulève cette question. Parmi les nombreuses personnes qui auraient pu sauver Aurore, qui était responsable de sa mort? Et pourquoi est-elle morte? La réponse sera toujours Aurore Gagnon a été tuée par le silence. Les voisins et les amis ne voulaient pas s'immiscer. Ses frères et sœurs se taisaient par peur. Et la petite Aurore, elle aussi, s'est tue. Et au final, eh bien, par le silence, cette petite fille est morte. De plus, la maladie mentale était si taboue à l'époque que Marianne ne pouvait dire à personne qu'elle avait besoin d'aide pour contrôler sa rage lorsque celle-ci était enceinte. C'est une affaire qui, on l'espère, n'aurait pas pu être possible aujourd'hui. Mais avant de quitter cette vidéo, il faut savoir quelque chose. Ces dernières années, un homme du nom de Daniel Proulx, ou Proux, je ne sais pas trop comment ça se dit, avance la thèse que Marianne Hood était innocente. C'est la thèse donc du livre de Daniel Proulx, écrivain et scénariste spécialisé dans les affaires judiciaires. Selon lui, Aurore Gagnon serait morte d'une maladie congénitale. L'auteur mentionne notamment que les accusations contre la marâtre reposent principalement sur les témoignages des autres enfants de la famille. Chacune des sévices attribués à l'accusé, que ce soit d'avoir fait manger du savon à Aurore, de lui avoir brûlé les mains avec un tisanier ou de l'avoir forcé à mettre les mains sur le poêle, n'a pas été rapporté par plus d'un enfant. Chaque témoignage n'est pas corroboré selon Daniel Proulx. Un autre point soulevé par l'auteur est que les sévices corporels impliquant des brûlures qui auraient été commis par Marianne Hood ne concordent pas avec l'autopsie. Si vous faites ça, ça va laisser des marques indélébiles de brûlures sur les mains de l'enfant,
Quand on a procédé à l'autopsie, on n'a vu aucune de ces brûlures-là, explique alors l'auteur. Selon ses recherches, les plaies et ulcères qui recouvraient le corps de la petite Aurore seraient vraisemblablement causés par une lésion de la moelle épinière, maladie qui avait été évoquée par la défense lors du procès. Daniel Prou croit d'ailleurs que l'hypothèse la plus plausible serait que c'est cette maladie qui aurait causé la mort de la fillette et qu'il y a plusieurs doutes raisonnables qui innocentent Marianne Hood. Alors personnellement, je ne pense pas vraiment à cette thèse. Il y a tout de même énormément de témoignages qui expliquent que la jeune fille aurait été battue, ou alors peut-être est-ce simplement l'imaginaire collectif. En effet, en 1919, on n'avait pas du tout les mêmes avancées médicales, et peut-être ce n'était qu'une maladie congénitale, comme dit cet homme, et que tout le monde a cru qu'elle était battue, et que finalement ce n'était pas le cas. Qui sait? Personnellement, d'avoir vu ce dernier témoignage après avoir lu et fait autant de recherches sur cette affaire, m'a un petit peu chamboulé en me disant, mais si ça se trouve, effectivement, ce n'était qu'une maladie, et cette petite fille n'a jamais été battue, ce n'était pas une enfant martyre, et malheureusement, c'est juste la faute à pas de chance. Mais tout de même, je pense qu'il y a énormément de choses qui prouvent que cette jeune fille a été battue, qu'elle a été maltraitée à mort par Marianne Hood, et je pense donc que cet homme se trompe, mais je ne suis personne pour dire que celui-ci a raison ou tort, et je pense que malheureusement, nous ne le saurons jamais réellement. Il aurait fallu être né à l'époque, et l'avoir vu sûrement de nos propres yeux pour le savoir, mais j'ai envie de croire la victime, Aurore Gagnon, et de croire toutes les personnes qui se disent être témoins des atrocités que la jeune fille a vécues, et donc je reste sur mon avis. Cet enfant est une enfant martyre qui a vécu des horreurs sans nom, inimaginables de la part de sa belle-mère. C'est donc tout pour l'affaire de Aurore Gagnon. J'espère que cette affaire vous aura intrigué et que vous ne la connaissiez pas déjà, ou alors que j'ai pu au moins vous apporter quelques détails supplémentaires. N'hésitez pas à aller voir le film qui est disponible sur YouTube, qui est Aurore l'enfant martyr, il me semble, ou dans tous les cas, si vous tapez Aurore Gagnon, vous allez forcément tomber sur ce film. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre avis dans les commentaires, notamment quant à l'hypothèse que Daniel Prou a pu donner concernant cette affaire, selon lesquelles, eh bien, finalement, Marianne Hood était totalement innocente et que cette jeune fille n'aurait jamais été battue. Comme je vous l'ai dit, moi je ne pense pas que ce soit vrai, mais encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas la vérité, mais eh bien voilà, j'aurais tendance à suivre toutes les histoires que l'on trouve concernant Aurore Gagnon et de suivre la majorité qui dit que Aurore est une enfant martyre qui a vécu les pires sévices de la part de ses bourreaux. Et également, j'aurais une petite question pour vous. Pensez-vous que Marianne Hood a eu son comportement dû à ses grossesses et le fait qu'elle gérait sûrement mal les poussées d'hormones qu'elle a pu avoir lors de cette fameuse grossesse, et que si celle-ci n'avait jamais été enceinte, est-ce qu'elle aurait vraiment maltraité Aurore au point de la tuer? Personnellement, je ne suis pas une femme, je ne pourrai jamais tomber enceinte, donc je ne sais pas ce que la maternité peut provoquer à une femme. Est-ce que cela peut nous faire ressentir les poussées d'hormones et tout ce qui s'ensuit? Mais personnellement, j'ai eu des amis qui viennent d'ailleurs d'être maman là dernièrement. J'ai vu aussi ma maman enceinte et en aucun cas elle m'a battu pour cette raison. Donc voilà, je ne sais pas, n'hésitez pas vous, surtout si vous êtes des femmes et si vous avez eu aussi des grossesse à problème, à nous donner votre témoignage dans les commentaires et à dire si selon vous il est fort probable que ce soit sa grossesse qui l'ait mené à s'acharner autant sur la petite Aurore Gagnon. Quoi qu'il en soit, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, à vous abonner juste en dessous si ce n'est pas toujours fait, à mettre la petite cloche des notifications puisque nous sommes là 4 fois par semaine et on se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous de m'avoir écouté, ciao.